Vous regardez Période d'essai, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Palier, qui a co-dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle Travailler mieux. C'est publié aux Presses universitaires de France. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez co-dirigé cet ouvrage, Travailler mieux. Quel était votre objectif en réunissant toutes ces contributions ? Alors l'objectif, c'était en fait de répondre à la réaction que j'ai souvent rencontrée à la présentation d'un précédent ouvrage qui s'appelait « Que sait-on du travail ?», qui rassemblait en fait des travaux de nombreuses chercheuses et chercheurs, 60 en fait, et qui faisaient un diagnostic en fait de la situation au travail en matière de conditions de travail, de management, d'organisation du travail, d'inégalité vis-à-vis du travail, de certains secteurs, etc. Et en gros, le message était quand même qu'il y avait un malaise au travail, qu'il y avait des difficultés, on le disait déjà avant les gaz, qu'il y avait un management vertical, distant, par les chiffres, etc. Bref, des choses qui sont un petit peu mieux connues et reconnues aujourd'hui. Et la réaction souvent était, on fait quoi maintenant ? Et donc, moi, j'ai proposé à mes collègues chercheurs et chercheuses de relever le défi et de voir si, dans leurs recherches, ils n'avaient pas identifié des dispositifs, des façons de faire, des pratiques qui permettaient d'améliorer le travail. D'où le titre, Travailler mieux. Et en fait, c'est un recueil de propositions qu'on a d'abord rassemblées sur le site de la Vie des idées, ça s'appelle Travailler mieux sur le site de la Vie des idées, et certains des auteurs, certaines des autrices ont accepté d'écrire un chapitre qui vise à faire des propositions dans des domaines particuliers, sur la qualité du travail, c'est Christine Herel, sur la transition écologique, c'est donc tout ce que ça implique en matière de transformation du travail, Nathalie Moncel, sur l'IA, Jérôme Gauthier et Coralie Pérez, sur une façon de compter les conséquences du mauvais management, c'est Laurent Capelletti, et moi-même qui essaye de mettre tout ça en musique sur une stratégie de la qualité qui pourrait permettre d'orienter les entreprises vers plus de qualité du travail, mais aussi des produits, des productions, des services. On va revenir sur les différents chapitres de cet ouvrage qui est très riche. Avant ça, j'aimerais lire un extrait qui m'a marqué dans l'ouvrage. Les Français sont parmi les Européens les plus attachés au travail, près des 2/3 d'entre eux affirmant que le travail est très important. Cependant, pour beaucoup, la vie au travail en France est difficile. Le nombre d'accidents du travail est largement supérieur aux moyennes européennes. Les conditions de travail sont souvent moins bonnes qu'ailleurs en Europe. De nombreuses personnes manquent de reconnaissance pour les tâches accomplies. Problèmes de santé au travail, perte de sens qui gagne de nombreuses professions, y compris celles d'encadrement. Vous montrez donc qu'il existe une forme de paradoxe français dans l'appréhension du travail, puisque les Français se disent très attachés au travail, mais c'est aussi une expérience qui est souvent difficile. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre les deux ? Je pense qu'il y a en fait, dans les normes sociales françaises, dans la façon dont on considère qui on est, quelle est son identité, son métier, sa profession, son travail est quelque chose d'extrêmement important. Ça se voit de façon anecdotique, vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? La réponse n'est pas je cours le dimanche matin ou je collectionne je ne sais pas quoi. Ce qui pourrait être une réponse allemande, une réponse américaine. On imagine que tout de suite, la question est c'est quoi ton boulot ? C'est quoi ton métier ? Donc voilà, il y a une importance du travail qui reste quelque chose d'assez central pour définir son identité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup d'enquêtes montrent que les Français sont très engagés au travail. C'est-à-dire qu'ils y vont et ils espèrent pouvoir faire quelque chose d'important. Ils espèrent pouvoir mettre la qualité, tout leur savoir-faire dans le travail. Pour la plupart d'entre eux, c'est ce que montrent de nombreuses enquêtes. Mais, parce qu'il y a un mais, pour beaucoup, il y a ce que j'appelle, moi, une grande déception. Vous savez, on a parlé de grande démission, en fait, on ne l'a pas vu, mais par contre, il y a une grande déception, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trouver un contexte, pour beaucoup d'entre eux, je ne dis pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre eux, les Françaises ne vont pas trouver un contexte qui va leur permettre de mener à bien cet engagement, ou en tout cas vont se trouver, donc c'est ce qu'on a parfois appelé le travail empêché, il y a beaucoup de travail, de publications, de recherches là-dessus, ou ne veut pas trouver de reconnaissance par rapport à ce qu'ils font. Donc ça, c'est la crise des essentiels. C'est pendant le Covid, vous avez un tiers de la population active qui doit sortir de chez elle pour aller travailler, parce que sinon la société s'écroule. Donc c'est un moment de reconnaissance, on les applaudit à 20h, et après,
Bah, après, toujours rien, c'est-à-dire peut-être 183 € dans le médico-social, mais pour le reste, c'est quand même les métiers qui sont les moins bien rémunérés, qui ont des horaires les plus décalés, qui ont beaucoup de pénibilité, mais pas forcément reconnue. Donc vous voyez, c'est ça le paradoxe, hein, c'est je m'engage, je fais un effort et j'aimerais bien que ça se voit, que je le vois à la fin du mois, que ça se voit dans la société, que ça se voit dans le regard de mes chefs, et en fait, trop souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais trop souvent, on ne rencontre pas, moi j'appelle ça, l'écoute, la reconnaissance et l'autonomie que l'on souhaite avoir, qu'on a beaucoup, compris autour du télétravail. J'ai parlé du Covid, il y a le télétravail aussi, hein, puisque ça allait de pair. Le télétravail, ça a donné de l'autonomie aux salariés qui pouvaient télétravailler, de décider un peu comment ils s'organisaient, comment ils faisaient les choses. Et ça, c'est vécu par beaucoup de Français comme un acquis social, en fait, quelque chose qu'il n'y a pas eu beaucoup ces derniers temps. Et les Français, ils sont très attachés. Et vous savez que, là encore, trop d'entreprises, pas toutes les entreprises, mais trop d'entreprises ont voulu reprendre le contrôle. On dit, bon, allez, la fête est finie, il faut rentrer, etc. On revient en présentiel. Alors, vous avez évoqué ces différences finalement entre les pays. Les Allemands se définissent moins par le travail que nous, c'est le cas des Américains aussi. Est-ce qu'il y a des racines historiques à cette appréhension du travail par les Français? Moi, il y a plein d'interprétations possibles. Il y a un grand chercheur qui s'appelle Diribarne qui a montré que voilà, ces hiérarchies un peu de classe, mais aussi de profession, se construisent à l'école, reste la façon dont on organise la société. Moi, je suis plutôt spécialiste de la protection sociale. On a encore un système de protection sociale qui accorde des droits en fonction de votre profession. On le sait bien pour les retraites, on le sait aussi pour les mutuelles. Enfin, vous voyez, l'identité professionnelle reste très importante. Alors, ça pose des problèmes macro aussi, hein. Le problème macro, c'est que si jamais l'économie change beaucoup, les secteurs fluctuent, normalement, il faut aussi avoir des carrières qui bougent. Et ça, c'est vécu comme des difficultés si on n'est pas accompagné, si on a l'impression de perdre des droits sociaux, etc. La transition écologique, c'est typique de ça. Je risque de perdre un métier solide, assez bien protégé, relativement bien rémunéré dans des secteurs polluants. Est-ce que je suis prêt à perdre, en fait, pour passer dans des secteurs moins polluants? Ça, c'est un des enjeux, par exemple. On a évoqué beaucoup de dysfonctionnements, hein, dans le monde du travail, qui ne concernent pas seulement certains métiers. C'est l'ensemble, hein, du monde du travail qui est concerné, y compris les cadres pour certains points. Comment est-ce qu'on explique ce malaise un peu généralisé? Alors, le malaise un peu généralisé, je pense qu'il s'explique par la dissonance, hein, entre l'engagement et le sentiment de ne pas avoir de retour là-dessus. Et le fait de ne pas avoir de retour là-dessus, il peut s'expliquer notamment par le type de management qui est plus fréquent en France que dans d'autres pays. Ça a été démontré depuis très longtemps par de nombreuses recherches et ça a été validé récemment par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, de l'IGAS, qui montre qu'on a un management trop souvent vertical, distant et par les chiffres, hein. C'est les trois caractéristiques. Donc vertical, ça veut dire qu'il y a des décisions qui sont prises tout là-haut et qui sont censées ruisseler sans qu'on discute. Donc c'est un peu à la mode Louis XIV, Napoléon, l'intendant suivra. Donc je décide et vous devez appliquer. C'est aussi la conception jupitérienne du pouvoir de notre président actuel. Mais ça crée beaucoup de frustration, y compris parmi les cadres. Les cadres, par exemple, beaucoup me disent mais vous critiquez le management français, mais nous, on est des managers et pourtant, on n'a pas participé à la décision. Donc nous, on est entre le marteau et l'enclume. On doit appliquer des choses pour lesquelles on ne nous a pas demandé notre avis. On n'est pas toujours forcément d'accord, mais en plus, on doit l'imposer à d'autres. Donc ça, c'est un peu le trouble des cadres, par exemple. Et puis, plus en bas de l'échelle hiérarchique, et on est très hiérarchique en France, hein, N+1, N-1, N-2, je ne sais pas quoi, il y a le sentiment d'être le dernier numéro d'une longue chaîne, d'avoir pas du tout son mot à dire, de devoir appliquer, alors même qu'on a un savoir-faire, alors même qu'on a fait des études, hein, le niveau d'études augmente. Et là, il y a aussi une dissonance, hein, entre des pratiques qui relèvent d'un autre âge, de cette verticalité, etc., et une réalité des travailleurs qui sont de plus en plus formés et du travail qui appelle des ajustements, de l'innovation, de la créativité. Et on fait peu de place à ça. Beaucoup de travaux qu'on a publiés, notamment dans le premier ouvrage que c'est ton du travail, parlent de néo-taylorisme. On est encore dans un monde où on considère qu'il est possible de standardiser des tâches pour toutes les fonctions. Et une fois qu'on les a standardisées, on les assigne et après on les fait accélérer.
D'accord? Et donc on montre, dans les entrepôts, ça peut se passer comme ça. C'est une IA qui vous dit ce qu'il faut faire et de plus en plus vite. Dans un EHPAD, la personne a une tablette et on lui dit: «Bah, vous avez 15 minutes pour faire le ménage ici, 10 minutes pour faire la toilette». Vous voyez, c'est vraiment du néo-taylorisme dans des services contemporains, hein. On n'est pas, au temps de Charles Chaplin. Et ce que l'on voit dans d'autres pays ou dans certaines entreprises un peu plus libérées, si je puis dire, en France, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est que pour être créatif, pour être, adaptable, aux évolutions de marché, aux besoins de la consommation, mais aussi aux pratiques de la production, bah, il vaut mieux laisser beaucoup plus d'autonomie, écouter ceux qui savent aussi produire, donc ce qu'on appelle le travail réel et pas seulement le travail prescrit. Et ça, on a du mal à le faire du fait de cette verticalité. La distance, c'est que, de plus en plus souvent, les décisions, concernant les tâches qu'on l'on confie aux autres, la prescription du travail, elles se font ailleurs. Le ailleurs, ça peut être, il y a un article de Olivier Gaucho dans Que c'est son travail qui montre que physiquement, les cadres, qui déterminent le travail des autres ne travaillent plus dans les mêmes lieux que les lieux de production, des biens ou des services. Mais ailleurs, c'est aussi les consultants, hein, qui disent comment il faut faire, donc c'est vraiment, on a un chapitre qui parle de planeur aussi. Vous voyez donc, cette distance-là. Et puis c'est ce management par les chiffres, hein, qui là aussi standardise et ne vise que l'intensification, c'est essayer de faire plus, et on sait toutes les dérives que ça suppose, hein. C'est d'abord, bah, il faut faire des comptes rendus, donc on passe du temps à remplir des fichiers Excel pour ce qu'on a fait. Dans le Lean, par exemple, au lieu que ça soit un espace d'autonomie, la réunion d'équipe, c'est en fait vérifier avec le manager que vous avez bien rempli les objectifs. Vous voyez, il y a des dérives en fait par rapport à des pratiques assez communes. Moi, on m'a raconté, hein, le Lean à la japonaise, ça n'a rien à voir avec le Lean à la française. Parce que en France, on reste dans le contrôle, dans la hiérarchie, dans vouloir absolument tenir les choses à partir de la vision qu'on en a eue, prescriptive, qui ne tient pas compte des réalités du travail et du savoir-faire de ceux qui sont à la production. Ce qui n'est pas le cas au Japon. Au Japon, vraiment le lean qui vise, hein, le zéro défaut, le zéro délai, enfin, vous connaissez le principe du lean, mais pour y arriver, il y a une véritable autonomie donnée aux équipes. Les équipes ont une capacité d'analyser les enjeux, de réajuster l'organisation du travail, de faire des propositions quand ça engage des changements un peu importants. Il y a une vraie autonomie qu'on ne retrouve pas dans les pratiques habituelles du lean à la française, qui reste marquée par le contrôle et la verticalité. On va insister un peu sur les effets de la transformation numérique, notamment de l'IA. Comment est-ce que ces technologies, elles peuvent aggraver les difficultés qu'on était en train d'évoquer? Il y a la question de la cadence dont vous avez bien parlé, surtout dans les Oui. entrepôts. Quelles sont les autres difficultés Alors, posées? moi, je pense que quand on parle de l'IA, il faut un petit peu regarder en arrière et tirer des leçons de l'histoire. C'est-à-dire que très fréquemment dans l'histoire, depuis le 19e siècle, quand il y a des changements technologiques, la grande crainte, la grande peur, hein, pour faire référence à des choses très historiques, c'est la perte d'emploi. D'accord ? Or, ce qui se passe principalement, c'est la transformation du travail, beaucoup plus que la perte d'emploi. Donc il y a des pertes d'emploi, mais pas dans les ampleurs dont on parlait. Donc le dernier épisode invalidé en date, c'est 2013, publication de Frey et Osborne, deux profs d'Oxford, qui annoncent qu'avec l'ubérisation et les plateformes, on va perdre 50% des emplois. C'est ça qu'ils annoncent en 2013, d'ici 2030. Bon, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc là, on a le même freaking out autour de l'IA. Alors vous allez me dire, oui, mais cette fois, ce n'est pas pareil. Mais à chaque fois, on dit que ce n'est pas pareil. Sauf que cette grande peur de la disparition des emplois nous empêche de parler de l'enjeu essentiel, c'est la transformation du travail. Et ça, c'est sûr que ça transforme le travail. Simplement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une IA n'entre pas toute seule dans une entreprise. D'accord ? Il y a des gens qui décident d'utiliser l'IA. Soit le salarié lui-même qui va s'aider, s'enrichir, s'augmenter avec l'IA, donc ça c'est l'IA Shadow, comme on dit, soit des dirigeants d'entreprise décident, OK, on y passe. Puisqu'il y a une décision, on peut poser la question de pourquoi vous le faites? Quels sont vos objectifs? Et pour caricaturer, il y a deux types d'objectifs. L'un, c'est vous remplacer par une machine parce que ça me coûtera moins cher et puis vous allez, enfin, ce sera moins chiant. Donc se débarrasser du travail. Il y a des gens qui le font pour ça. Il y en a qui sont très explicites, qui le font pour ça. Mais ce n'est pas une machine qui l'a décidé, c'est des dirigeants. Donc ça, c'est une décision. Et pareil pour le salarié, je vais m'aider, etc. Donc, et il y a un autre monde de décisions possibles, c'est pour faciliter la vie, parce que l'IA, ça peut faciliter la vie, ça fait des choses rapidement, de façon efficace, pas tout, mais certaines choses, ça le fait. Et donc,
comment on fait, nous c'est la question qu'on pose dans Travailler mieux, comment on fait pour faire en sorte que l'adoption de l'IA se fasse au service de l'amélioration de la vie au travail de tout le monde et des salariés, et pas par la suppression d'emplois? Eh bien la réponse, elle est simplissime, par la négociation. Voilà. Si vous négociez entre dirigeants, avec pas seulement les DAF, mais aussi les DRH et d'autres chargés de la production et les représentants des salariés, vous négociez, vous êtes beaucoup plus assuré que ça se fasse au service de l'amélioration du travail, c'est-à-dire des résultats du travail, mais aussi du travail au quotidien des salariés, et que ça se passe bien aussi. Parce que là, on voit des entreprises qui décident comme ça, sans trop savoir, allez hop, on supprime des postes. On peut ficher son pari qu'une partie va fermer et une autre partie va réembaucher plus tard. Mais si on négocie, ça prend un petit peu plus de temps, il y a plus de chances que ça se passe bien. Alors en plus, c'est répondre à la directive européenne, enfin aux orientations européennes. C'est ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays où on a l'habitude de négocier. Voilà, je reparle de l'Allemagne, des pays nordiques, de l'Autriche, des Pays-Bas, de la Suisse. Ce sont des pays où les grandes décisions, les stratégies d'entreprise, les décisions technologiques, les décisions d'organisation du travail se font avec les salariés, avec les représentants des salariés. C'est bien connu, participation au conseil d'administration, pratique de consultation, voire de codétermination ou de codécision, y compris sur les enjeux technologiques. Est-ce qu'il n'y a pas eu un trop gros recul finalement de cette question de la consultation, de la décision collective en France? Je ne sais pas s'il y a un recul. On n'a pas réussi à avancer aussi loin que d'autres ont avancé. Par exemple, vous savez, il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'il y a 4 grandes formes d'organisation du travail: simple, taylorienne, lean et apprenant. Et nous, ce qu'on a montré dans le chapitre, c'est que l'apprenant a gagné. Donc l'apprenant, c'est plus horizontal, c'est l'idée de co-construction, d'être prêt à faire évoluer, donc voilà, les organisations apprenantes. Eh bien, ce type d'organisation commence à émerger, disons, il y a longtemps, mais dans les années 60-70, et va s'étendre et devenir l'organisation dominante dans les pays nordiques, en Allemagne, enfin tous les pays, en gros, au nord de la France, donc y compris la Suisse, etc. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en France, c'est le lean qui est en train de prendre le pas sur l'apprenant. Et le lean à la française, donc le lean de contrôle et avec fichier Excel. Donc je ne sais pas si c'est du recul, c'est une hésitation à avancer vers ce type de choses. On peut l'analyser de manière politique, au sens, c'est la réticence des dirigeants à partager le pouvoir de décision. Je pense que c'est beaucoup ça. Alors il y en a certains qui ont une vision extrême, qui disent c'est le capitalisme, c'est comme ça. Moi je suis désolé, mais l'Allemagne est un pays capitaliste, la Suède est un pays capitaliste, la Suisse est un pays capitaliste, et pourtant, il y a participation des salariés dans les conseils d'administration. Et pourtant, avant d'introduire un énorme changement technologique ou de production, il y a au moins consultation, voire codécision, et c'est quand même du capitalisme. Mais ils font avec les salariés. Et je pense qu'une des explications principales de ça, c'est que dans ces pays-là, dans l'industrie allemande, dans l'ensemble des secteurs économiques dans les pays nordiques, les travailleurs, ceux qui sont au travail, sont considérés comme un atout pour l'entreprise, comme une force de production absolument indispensable sur laquelle on va s'appuyer et en qui on fait confiance. En France, moi j'entends vraiment fréquemment parler du travail comme un coût. D'accord ? Le travail, c'est d'abord un coût plus qu'un atout. Et donc l'obsession des politiques économiques françaises, c'est de réduire le coût du travail, exonération de cotisations sociales, etc., mais aussi de beaucoup de dirigeants d'entreprise, de beaucoup d'entreprises, c'est si on pouvait avoir moins de salariés, on ferait des économies. Et donc on délocalise, on sous-traite, on se débarrasse des seniors et on intensifie le travail. Et traiter le travail comme ça explique en grande partie les malaises que l'on peut avoir, mais ça explique aussi l'aporie du modèle économique français. C'est qu'on ne peut pas aller très loin, et donc on décline, à ne considérer le travail que comme un coût et non pas comme un atout de productivité, de créativité, d'innovation, d'adaptation. Vous montrez, Bruno, que les politiques publiques, elles ont longtemps privilégié la quantité d'emplois plutôt que leur qualité. Votre livre propose au contraire de remettre la qualité du travail au cœur des politiques économiques et sociales. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la manière d'aborder la question de l'emploi? Alors moi, je prends toujours un exemple maintenant, qui est les EHPAD. Donc les EHPAD, c'est un secteur qui emploie beaucoup de monde, qui a un gros problème d'attractivité,
à la fois d'attirer des gens pour y travailler et d'y rester. Et c'est un besoin social énorme. Et il y a beaucoup d'entreprises, d'associations, de secteurs publics qui sont engagés là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout marginal. Si vous êtes dans la stratégie du low cost, ce que vous essayez de faire, c'est de gagner de l'argent en réduisant le nombre de personnes qui s'occupent des personnes âgées dépendantes, donc moins de personnes pour plus de personnes âgées dépendantes. Vous réduisez les rations de nourriture, vous achetez moins de matériel de ménage, moins de matériel médical, moins d'activités, etc. Le résultat, c'est des décès. Ça s'appelle Orpea. Ça, c'est le modèle du low cost, hein, de chasser les coûts pour essayer de faire des profits quantitatifs. Voilà. Bah, évidemment qu'il y a une autre façon de faire qui est d'avoir le souci du bien-être des personnes âgées dépendantes, qui passe par la qualité des conditions de travail des personnes qui s'en occupent et la qualification des personnes qui s'en occupent, qui passe par la satisfaction des enfants et de leurs parents pris en charge. Et évidemment que et les personnes âgées dépendantes et leurs enfants souhaitent la qualité. Je prends cet exemple-là pour dire que la stratégie de la qualité, ce n'est pas une stratégie champagne, ce n'est pas seulement L'Oréal et Airbus qui doivent faire de la qualité. Tout le monde doit faire de la qualité à tous les niveaux de l'économie. C'est tout à fait essentiel par rapport aux professions essentielles, mais c'est aussi la seule voie de sortie par le haut de l'économie française. Cette lutte contre les coûts, elle nous tire vers le bas. Et là, on est arrivé aux limites de cela. Donc voilà, c'est un exemple que je prends pour essayer de montrer ce que ça change. Le problème, c'est qu'on a des entreprises qui se situent du côté de la qualité. Donc, j'ai cité L'Oréal, je pourrais citer Michelin, je pourrais citer... Et vous voyez bien, il y a une préoccupation sociale, un salaire décent, enfin, il y a aussi beaucoup plus de consultations. La Maïf qui fait des référendums. Enfin, voilà, j'en cite, il y en a d'autres qui sont connus. Le problème, c'est que tant que ça n'est pas devenu une stratégie collective, ben, ils rament un peu tout seuls dans leur coin. Et ils se font tailler des croupières par ceux qui vont chercher des avantages comparatifs par le coût. Et donc là, moi, ce qui me semble important, c'est que ça devienne une stratégie collective, la stratégie de la qualité pour toutes et tous, sur laquelle la France serait bien plus à l'aise. On a quand même une culture de la qualité des paysages, de la gastronomie, du travail bien fait. C'est ça l'engagement dont on parlait tout à l'heure. Donc pourquoi pas miser là-dessus pour essayer de s'en sortir? Alors, parmi les urgences qu'on évoque, il y en a une qui est globale, mais qui de fait touche aussi le monde du travail, sont la transition écologique. On en est où en France? Bah là, depuis les dernières semaines, on a fait une accélération phénoménale. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension économique qu'on ne peut pas rester dépendant du fossile. C'est-à-dire que les écologistes, avant, parlaient de la dépendance au fossile, et les gens, donc à l'énergie fossile, et trouvaient que c'était une critique des écolos, enfin quelque chose un peu les petits oiseaux, je ne sais pas quoi. Là, maintenant, on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est complètement dépendant des folies d'un Trump, de guerres, de choses comme ça, et que les prix peuvent être multipliés par 2, 3 très rapidement. Et donc, on veut se débarrasser de cette dépendance. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a une alternative aujourd'hui. On sait produire de l'énergie de façon beaucoup plus stable, moins dépendante de l'extérieur, et en fait à des prix maintenant comparables. Donc franchement, ça a beaucoup accéléré, ça. Et on voit bien, le Premier ministre vient de le dire, etc. Donc ça, c'est vraiment, paradoxalement, une très bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore posé la question du travail là-dedans. C'est comment on travaille dans les énergies renouvelables plutôt que dans les énergies combustibles. Ce n'est pas les mêmes compétences. Pour l'instant, ce n'est pas les mêmes qualifications, ce n'est pas les mêmes sécurités, ce n'est pas les mêmes rémunérations. Et pour beaucoup, il y a à perdre, en fait, de passer de l'un à l'autre. Donc, il y a vraiment une amélioration de la rémunération, de la formation, etc., à mettre du côté des énergies renouvelables et de ces choses-là. Et d'une façon plus générale, comment on adapte le travail aux conditions climatiques qui ont évolué. Il va faire chaud, il faut que chacun, pas seulement dans les métiers verts, chacun soit moins émetteur, et donc ça veut dire des pratiques différentes. Est-ce qu'on identifie ces compétences-là? Moi, je peux vous assurer, je travaille avec des étudiants sur les compétences vertes, green skill, c'est pas clair, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Sur les emplois verts non plus, mais d'une façon, en fait, ça concerne tout le monde. C'est comment on fait chacun à notre échelle pour émettre moins, pour avoir pas seulement des gestes écologiques, mais changer nos modes de produire et de faire. Et ça, c'est des réflexions assez profondes, importantes. Ça nécessite d'identifier les qualifications, de les acquérir, de les reconnaître. Des fois, c'est des petits gestes, mais est-ce qu'on les reconnaît? Et puis, ça nécessite de négocier. Là, on retombe sur la même chose, c'est négocier
des possibilités d'avoir, du retrait quand il fait très, très chaud dans les métiers exposés, bon le chantier, et cetera. Négocier aussi les compétences, la reconnaissance, l'acquisition, pour tout le monde. Négocier aussi au niveau, local, l'implantation de nouvelles activités pour qu'elles se greffent correctement dans l'écosystème. Ça, c'est des choses qu'on apprend, de l'échec des greffes des usines à batterie, par exemple. Si elles n'ont pas été pensées dans l'écosystème, ça ne va pas prendre. Enfin voilà, il y a des grands enjeux. Et encore une fois, le mantra, ça va vous paraître peut-être, un peu trop simple, mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas beaucoup en France. C'est, si on arrive à négocier avec l'ensemble des acteurs concernés, ça sera plus durable. Et le mot durable, il est à la fois dans le temps, dans le social et dans l'environnemental. Oui, donc, et cette logique verticale du management, elle ne touche pas que le management à proprement parler, c'est aussi tout le processus de décision qui concerne les organisations et de fait les gens qui la composent. Vous êtes enseignant, chercheur, est-ce que l'école n'a pas un rôle, les écoles n'ont pas un rôle dans la préparation de cette transition? Là aussi, où est-ce qu'on en est? Alors ça, c'est une évidence et pourtant on en est très loin. Donc, je parlais de Diribarne, donc Diribarne montre bien que l'école, apprend les hiérarchies, est fondée sur la hiérarchie, apprend les hiérarchies, donc on peut l'illustrer de plein de façons. La première, c'est qu'on continue en France à faire de l'école où le prof est debout, les élèves sont assis et prennent des notes, jusqu'à très loin. Donc on a quand même un petit peu de pédagogie inversée, plus d'activités de groupe, mais ça reste quand même dans la verticalité. La deuxième chose qui est plus marquante, c'est que comment dire? Des modes de fonctionnement privilégiés de l'école française, c'est de trier les élèves, d'identifier les bons élèves, de stigmatiser les mauvais et de donner de plus en plus d'opportunités à ce qu'on appelle les bons élèves. Bon, c'est très connu, hein, passer le bac, les bons élèves vont en classe préparatoire et on bénéficie de beaucoup plus d'investissement public en nombre de profs, en termes de contexte, etc., que les élèves moins bons qui sont censés être ceux à l'université, sauf pour les filières où il n'y a pas de grandes écoles, hein, le droit ou autre, mais souvent, c'est... Et puis, la troisième hiérarchie, c'est ceux qui sont NEET, hein, qui n'ont rien et qui n'ont rien. Et l'école va être, en France, une expérience de triage, en fait, de sélection des meilleurs. Ça commence à l'école maternelle. À l'école maternelle, on met des points rouges, orange et vert aux petits-enfants. Donc dire, vert, toi, tu seras un futur bon élève, toi, orange, il faut faire attention, toi, rouge, c'est déjà perdu. À l'école primaire, on continue de mettre des notes. On est parmi les derniers pays d'Europe, du monde à faire, enfin peut-être pas du monde, mais d'Europe à faire ça. Parce que le but de l'école primaire, ça devrait être que tout le monde réussisse. Donc il n'y a pas besoin de mettre des notes. Mais par contre, il y a besoin que les profs aient appris différentes pédagogies pour s'adapter au mode d'apprentissage des enfants. On sait depuis Piaget, depuis beaucoup de gens, que chacun a sa façon d'apprendre. Et le rôle des profs devrait être d'ajuster sa pédagogie. Vous savez très bien, les profs, ils apprennent quoi? Moi, je suis prof, on apprend sa discipline, on n'apprend pas la pédagogie en France. Ouais. En Finlande, on apprend la pédagogie. En Allemagne, dans un certain nombre de choses, on apprend la pédagogie. Et au lycée aussi, au collège, au lycée, l'idée, ça devrait être que tout le monde réussisse. Vos 3 conseils lecture pour prolonger les sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Eh ben, j'en ai déjà cité un, le travail empêché, 2, le travail pressé, 3, redonner du sens au travail de Thomas Coutreau et Coralie Pérez, que j'ai oublié de citer, qui a aussi donné un chapitre dans Travailler mieux. Bruno, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Travailler mieux, un ouvrage collectif dirigé par Bruno Palier et Christine Herel. C'est disponible aux éditions PUF, donc des presses universitaires de France. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.